Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. L'été dernier, on avait sorti une petite mini-série de ce type qui vous avait beaucoup plu, que j'avais beaucoup aimé faire aussi, donc on remet le couvert cette saison avec au moins un premier épisode dédié aux attaquants, lesquels faut-il particulièrement suivre en 2020-2021. Alors pour le coup, la partie définition sera très rapide, très simple. Par attaquant, je dessine des joueurs qui sont soit des ailiers, soit des buteurs, et qui ne le sont pas seulement ponctuellement. C'est vraiment leur position principale. Du coup, ça exclut les milieux offensifs, milieux avancés, numéro 10, etc. Je me les garde sous le coude dans le cas d'un éventuel prochain épisode sur les milieux de terrain. Ensuite, en toute fin de vidéo, je vous ferai aussi une longue liste complémentaire de tous les attaquants qui n'ont pas intégré ce top 10, mais qui en étaient pas loin, parce que ce serait un peu frustrant de s'en arrêter là. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui auraient mérité mention. Et puis enfin, on terminera comme d'habitude avec la séquence prono en toute fin de vidéo. Donc voilà pour le programme. On peut du coup attaquer avec mon numéro 10, qui est Amine Gouiri. À 20 ans, il va connaître sa toute première saison complète en pro et a déjà explosé son temps de jeu. 8 petits bouts de match avec l'OL en 3 saisons, 76 pauvres minutes de Ligue 1 contre 477 en 6 journées du côté de Nice, 2 buts et 2 passes D pour aller avec. Mais les stats sont pas aussi déterminantes dans mon choix que la simple impression visuelle, où il est très séduisant. Attaquant mobile, positionné pour l'instant principalement en tant qu'ailier gauche, il est doté d'une excellente qualité technique, conduite de balle rapide et lucide, très bon toucher, notamment à mi-distance, c'est ce qu'on a vu contre Lens. Français d'origine algérienne, formé à l'OL, droitier, lançant sa carrière pro en tant qu'ailier gauche, il rappelle forcément la trajectoire de Karim Benzema, et on l'imagine à terme être réaxé parce qu'il a les qualités pour évoluer dans le rôle d'avant-centre moderne, vitesse pure pour prendre la profondeur, sens du but évidemment, même si pour l'instant je le trouve un peu moins réaliste que le jeune Benzema qui était un vrai tueur. Gouiri doit progresser à la finition et ce sera un axe intéressant à suivre. Pas un mauvais bagage physique, il est moins frêle qu'il en a l'air et est capable de se ménager un espace dans la surface. Enfin, il a une intelligence situationnelle très au-dessus de la moyenne, une bonne vision. Ça lui permet de donner quelques super ballons et je crois que son entente avec Dolberg, par exemple, est assez intéressante. Voilà, en gros, un buteur complet qui va sans doute passer la saison à gauche, mais pour moi, c'est plutôt une bonne chose, plutôt pas mal pour un gars qui fait ses premiers vrais pas en pro. Il va toucher plus de ballons sur l'aile, aura plus d'espace pour s'exprimer, plus d'espace pour faire des erreurs, apprendre. Il aura aussi l'occasion de nous refaire ce qui me semble être pour l'instant son geste signature, ce contrôle orienté pour se retourner et attaquer l'axe où il montre vraiment toute sa motricité. Peut-être un petit doute sur la capacité de Patrick Vieira à en tirer véritablement le meilleur. Nice, c'est seulement la 18e attaque de Ligue 1 pour l'instant, ça peut être un peu terne par moment, mais grosso modo, je crois que c'est quand même plutôt un bon choix de carrière pour Gouiri et j'ai hâte de suivre le reste. En 9ème position ensuite, on reste en Ligue 1 pour dire quelques mots de Jérémy Doku que Rennes a pris en Anderlecht contre 26 millions d'euros et qui est là un vrai ailier ultra dynamique, beaucoup de force sur ses appuis, ce qui lui permet d'exploser depuis une position statique, excellent dans le 1 contre 1, c'est de très loin sa qualité principale et lui-même le dit. Le simple montant de son transfert, qui est un montant record pour Rennes, ça en fait forcément un joueur à suivre, mais j'aurai un œil particulièrement attentif sur sa saison parce qu'il est pas loin d'être le plus gros diamant brut de ce top 10. Et dans diamant brut, il y a autant diamant que brut, pas mal de déchets dans le dernier tiers pour l'instant, que ce soit directement la finition ou dans ses centres un peu trop aveugles. Ses formateurs parlent d'un joueur incroyablement talentueux, le meilleur dribbleur qu'on ait vu à Anderlecht, mais aussi d'un gars qui peut vite tomber dans la facilité et l'arrogance d'un joueur dur à coacher. Donc voilà, il y a tout un équilibre maintenant, rappelant qu'il a que 18 ans, c'est un 2002, et il a eu la confiance pour l'instant de tous ses entraîneurs, notamment de Roberto Martinez, 4 caps avec la Belgique depuis septembre, dont 2 titularisations. Voilà, c'est un vrai talent, et grosse envie de voir s'il a réussi à passer un nouveau cap. Ce sera d'autant plus passionnant que Rennes est une équipe formidable, super intéressante en ce moment, qui vit un moment très particulier, meilleur début de saison de son histoire, leader de Ligue 1, première qualification à la Ligue des Champions, et donc maintenant, transfert record. Ma petite inquiétude, c'est qu'avec le départ de Rafinha, on sera sans doute amené à voir Doku côté droit dans un premier temps, et c'est pas sa meilleure zone, idéalement il faudrait mieux qu'il soit sur le flanc gauche, mais voilà, ce sera une histoire super intéressante à suivre, au moins autant que celle d'Edinson Cavani. Alors là, pour aller très vite, quand le meilleur buteur de l'histoire de son club le quitte pour rejoindre Manchester United, ça attire naturellement l'attention, mais il y a aussi de quoi entretenir quelques doutes. À 33 ans, Cavani n'est pas épargné par les blessures, n'a pas foulé un terrain depuis mars, joueur qui brille par l'intelligence de ses déplacements et dont les qualités sont le mieux exploitées en bout de chaîne, encore plus en une touche de balle. Il arrive dans une des formations qui centre le moins bien de Première Ligue, et puis plus largement, même le début de saison un peu compliqué d'United en fait une équipe pas évidente à intégrer. Alors, après il y a quand même des motifs d'espoir, je crois que Solskjaer a véritablement besoin d'un numéro 9 pour redonner un peu de structure à son secteur offensif. En l'absence de Martial, suspendu, Cavani va aussi avoir quelques matchs pour engranger de la confiance. Quoi qu'il en soit, c'est un transfert qui ressemble à une question et qui a aussi son intérêt narratif, buteur âgé
qui arrive pour rendre service. Ça nous fait penser à un autre ex-mancunien, ex-coéquipier et rival de Cavani. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a d'ailleurs placé United dans le groupe du Paris Saint-Germain. On imagine que c'est une perspective motivante pour lui. Donc voilà, très curieux de voir la suite. Alors à la 7ème place maintenant, j'ai choisi Youssoufa Moukoko qui est un 2004. Donc il a 15 ans, même pas de photo de profil sur son profil Wyscout, pas encore la moindre minute en pro. Il pourrait pourtant devenir un nom connu de tous d'ici quelques mois. Bon, c'est la 3e fois qu'on en parle sur la chaîne, mais cette fois on aura enfin l'opportunité de le voir jouer en novembre. En fait, la Bundesliga a baissé son âge minimum de 16 ans et demi à 16 ans, et donc le 20 novembre, le jour de son anniversaire, il sera éligible, et le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a évoqué la date du 24 novembre et le match contre Bruges en Ligue des Champions, ce qui en ferait le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition. Voilà, sur son style de jeu, honnêtement, je peux pas vous dire grand chose, les quelques clips que j'ai de lui sont pas de très bonne qualité, mais c'est censé être le futur grand crack. Il a marqué 90 buts en 56 matchs avec les U17, ce qui est déjà impressionnant, mais c'est encore plus impressionnant quand on sait qu'il avait 12 ans à l'époque. L'année dernière, avec les U19, 34 buts en 20 matchs, du coup j'imagine qu'il devait avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça, et puis même sur ce début de saison actuel, 2 matchs de U19, 2 triplés. Voilà, ses premiers pas seront très très attendus, et il connaît déjà du monde chez les pros, comme Giovanni Reina, qui est aussi passé par les catégories de jeunes. Voilà, hâte de le voir en vrai. À la 6ème place ensuite, j'ai mis Dominique Calvert-Lewin. Alors là aussi, on en a déjà beaucoup parlé dans ma dernière vidéo sur les équipes à suivre en 2020-2021. À 23 ans, celui qui est le numéro 9 d'Everton a fait un super début de saison, 9 buts en 6 matchs, au moins un but sur chaque journée de Première Ligue. À l'image de son équipe, il est en pleine confiance et progressivement réaxé au cœur du 4-3-3 d'Ancelotti. Il a épuré son jeu pour en exploiter les qualités premières, une présence aérienne formidable, en point d'appui et en déviation, mais aussi à la conclusion, il marque très souvent de la tête. Et c'est pas seulement une conséquence de sa bonne détente ou de sa taille, l'Athletic y a consacré un article spécifique si ça vous intéresse, c'est aussi un excellent timing et une technique de frappe appropriée qui le rend très très dangereux dans les airs. Techniquement, il n'est pas forcément en dessous de la moyenne, mais il est bien plus à l'aise dans la surface et Ancelotti l'a compris. J'avais avec Pippo Inzaghi un buteur fantastique qui a marqué 300 buts, dont 210 en une touche de balle. Un buteur doit être concentré dans la surface et Dominique est dans ce moule, il a progressé, saute très haut, a beaucoup de puissance. C'est là qu'il a le plus progressé dans la surface, et effectivement meilleur buteur du championnat anglais pour l'instant, 2 premières sélections et 2 titularisations la semaine passée avec son premier but contre le Pays de Galles. Grosse année en vue pour Calvert-Lewin, comme pour Victor Osimhen, qui est le 3e transfert le plus cher de l'été, et qui après une petite saison dans le nord de la France, va découvrir le sud de l'Italie, à Naples. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, aucun but, mais une super entrée contre Parme et un bon match face au Genoa où le Napoli a déroulé 6-0. C'est un joueur qu'on connaît bien en France, donc on va pas trop dérouler ses nombreuses qualités, mais en un mot, je suis assez curieux de voir son adaptation à un championnat où son potentiel athlétique, son goût pour les courses dans le dos de la défense vont devoir être assortis d'autres choses. Aussi intéressé par sa complémentarité avec un secteur offensif très fourni, Insigne, Mertens, mais aussi Lozano qui revient bien après un petit temps dans le placard de Gattuso. Alors maintenant, il reste que des poids lourds, et au pied du podium, j'ai mis déjà Luis Suarez, après avoir tenté successivement Mario Mandzukic, Jackson Martinez, Kevin Gamero, le retour de Diego Costa ou Alvaro Morata. Ça fait un moment que l'Atlético cherche un très bon neuf, et ils ont avec ce Luis Suarez, même déclinant, ils ont un top 5 mondial à ce poste, qui peut encore ressembler à un top 3, dans un bon jour. La question étant de savoir combien de bons jours est-ce qu'il lui reste et dans quelle mesure il saura se fondre dans le moule de l'Atlético, voire le transcender. C'est un peu toujours la question avec l'Atleti, est-ce qu'ils peuvent proposer encore plus, est-ce qu'ils peuvent ajouter cette touche de folie. Pour l'instant, j'imagine un joueur capable d'éclair, mais pas forcément de performance soutenue sur 90 minutes ou sur l'ensemble d'une saison, qui risque d'avoir un peu de mal sur l'intensité, au pressing notamment, attention aux blessures. Après, ça reste sur Rez, et dans un mois, le 22 novembre, quand on aura Atlético-Barça, tous les yeux seront rivés sur lui. La médaille de bronze de ce top 10 du coup, c'est Leroy Sané. Là je vais vraiment être très bref parce qu'on avait consacré une vidéo entière à son transfert, je vous mettrai le lien en description. Pour aller vite, disons qu'on connaît son talent, on connaît le Bayern et on connaît le 4-2-3-1 du Bayern qui convient parfaitement en zone préférentielle de Sané, on l'imagine bien milieu offensif gauche, un peu dans le demi-espace. Très très bien pour Sané. À 24 ans, il est temps pour lui aussi de véritablement exploser, de transcender peut-être cette étiquette d'énorme potentiel et de revenir à son niveau de la saison 2017-2018 il me semble, en tout cas de pouvoir réussir ses performances sur la durée. C'est peut-être la saison cruciale pour lui et c'est par définition à suivre donc. Contexte différent, mais curiosité très très forte également pour Gareth Bale, dont j'avais aussi parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps. Il pourrait d'ailleurs jouer ses premières minutes dès dimanche contre West Ham, alors peut-être pas en tant que titulaire, surtout après la probante victoire des Spurs
Spurs contre United, il revient de blessure aussi, mais les sources proches de Tottenham parlent d'un Bale dans une forme spectaculaire qui a impressionné tout le monde à l'entraînement. Juste d'imaginer ça, ça ouvre la perspective d'un retour de Bale au top niveau, ce qui serait incroyable à voir. Et puis enfin, tout en haut de ce classement, j'ai choisi le numéro 3 de mes révélations de la saison dernière, j'en ai fait une vidéo, et il était à la 3ème place, il est tout en haut cette fois, c'est Ansu Fati qui fait un super début de saison, 3 buts en 3 matchs de Liga, dont un doublé contre Villarreal pour lancer la campagne du Barça, sélection avec l'Espagne dans la foulée, 3 caps depuis septembre, et premier but. Sukuman cette saison il part pour être un véritable taulier, on voit pas trop qui viendrait lui piquer sa place de titulaire côté gauche, et c'est assez dingue de dire ça d'un 2002, un gars qui a seulement 17 ans. Niveau jeu, on sent qu'il peut passer encore plusieurs vitesses, mais déjà très peu de déchets et un sens du but remarquable. Il y a 10 jours contre le Celta, il en a marqué un génial, super positionnement déjà, les petits appuis pour l'orientation et qui exprime une top lecture de l'espace, comprendre qu'il vaut mieux aller en direction du but que faire un contrôle qui le mettrait dos au but, c'est une chose, mais il sait qu'il y a l'espace derrière pour que ça fonctionne, voilà, juste sur ça, on voit un très bon joueur de dernier tiers. L'intelligence positionnelle et situationnelle, c'est une énorme partie du boulot d'attaquant, et puis après le reste est techniquement parfait, contrôle orienté pile, assez long, la finition avec corps en opposition pour résister au retour du défenseur, l'extérieur pied droit puissant. C'est un des meilleurs buts que j'ai vu sur ce début de saison, et un joueur qui a tout pour réussir cette année. Il est aussi particulièrement intéressant à suivre, parce qu'on va réussir à mesurer avec plus de précision jusqu'où il peut aller. Alors voilà en gros pour mon top 10, j'ai hésité avec beaucoup de noms, mais en liste complémentaire je mettrais d'abord Hakim Ziyech, Timo Werner, Leandro Trossard, Jens-Peter Hauge, Oussama Idrissi, Eberechi Eze, Ibrahim Magnan, Trincao, Anthony de l'Ajax, Jonathan David, Justin Kluivert qui a signé à Leipzig, bien sûr Chiesa à la Juve, Ferran Torres, Diogo Jota, Pedro Neto, Daniel Podence, Fabio Silva, Rodrigo à Leeds, Oli Watkins d'Aston Villa, Take Kubo même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu à Villarreal pour l'instant, Ryan Brewster transfert à Sheffield, Ganago, Boufal, Luis Enrique, Jack Harrison, Bukayo Saka, bien sûr, Kramaric, Jérémy Boga, Dejan Kulusevski qui est peut-être mon numéro 11, mais j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo sur les 10 révélations, donc on en est resté là. Nicolas Pepe, année décisive pour lui, Mateus Pereira, le petit Gonzalo Ramos, s'il gratte du temps de jeu chez les pros, Patson Daka, Neil Maupay, Rafinha, Kwame, El Bilal Touré, Sam Lammers, entre 1000 autres. Alors pour finir la séquence prono avec mon partenaire BetClick, notre dernier pari est passé, Angleterre-Belgique, plus de 2,5 buts, c'est passé, donc on est maintenant à 8 sur 13, et on va essayer de passer à 10 sur 15 ce week-end avec 2 nouveaux paris. Le premier, Strasbourg-Lyon, dimanche 13h, où je vois l'OL enfin réagir et accrocher une victoire. Alors je suis parfaitement d'accord pour dire que le projet de jeu est insatisfaisant, que Lyon n'est pas parti pour faire une grande saison, et la réalité, comme vous le savez, c'est que j'ai rarement été aussi désenchanté à propos de mon propre club, mais il faut reconnaître aussi un véritable manque d'efficacité, un manque d'efficacité assez flagrant, même presque hallucinant quand on regarde les stats avancées, et je me dis que si ça s'équilibre ne serait-ce qu'un peu contre un Strasbourg qui n'est pas particulièrement enthousiasmant sur ce début de saison non plus, bah, ça pourrait donner une victoire, et à 1,88 l'opportunité semble être assez belle. Mon deuxième pari, ensuite, c'est le match du lendemain, lundi 21h, Leeds-Wolves. Alors ça, c'est un match dont j'ai un petit peu parlé dans une précédente vidéo, un match que j'attends avec impatience parce qu'il va nous permettre de positionner ces deux formations qui postulent clairement au haut de tableau, alors que les deux évoluent en Championship il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, petit clin d'œil sympa. Et en gros, là, je vois d'un côté un Leeds impressionnant contre des Wolves qui déçoivent plutôt depuis le début d'exercice. Je vois un Leeds qui revient de la trêve internationale où ils ont pu relativement se reposer, donc ils ont envoyé que 8 joueurs en trêve internationale, les Wolves 16 avec potentiellement des cas de contamination du côté de la sélection portugaise. C'est à domicile pour Leeds et c'est à 2,55, donc là aussi ça me semble très très bien payé. Si vous combinez les deux, ça fait un total de 4,79, et si vous voulez tenter votre chance sur BetClick, vous pouvez vous inscrire, profiter de leur offre de bienvenue jusqu'à 100 € offert avec mon code promo WILOU. Comme vous le savez, chaque utilisation de ce code promo me fait gagner aussi un peu d'argent, donc c'est très très bienvenu en ce moment, n'hésitez pas. Code promo WILOU, je vous mets le lien qu'il faut en description. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, comme vous le savez, c'est aussi une super manière de m'aider. Si vous voulez pas rater les prochaines, et il va y en avoir vraiment beaucoup parce que c'est le retour de la Ligue des Champions qui s'annonce, on va avoir 3 semaines particulièrement intenses, mi-octobre, fin octobre et début novembre, donc si vous voulez pas rater ça, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça m'encourage. Et puis de notre côté, on se retrouve très très vite. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, soirée, semaine, et puis prenez soin de vous surtout, on se dit à bientôt, bisous.